Ok, salut, bienvenue tout le monde dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Nathan qui va nous parler de la nourriture espagnole. Et voilà, pour une fois, j'ai pas du tout préparé de questions. Enfin, on a préparé quelques points juste avant d'enregistrer ce que vous entendez maintenant. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire et bonne écoute. Donc voilà, je te laisse te présenter un petit peu et dire ce que tu fais dans la vie. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Et pour me présenter un peu, moi je suis un étudiant en médecine qui a décidé, un an avant de commencer mes études, de lancer une petite chaîne YouTube, on va dire, où je fais des recettes. Et quand je suis arrivé en Belgique, parce que je suis espagnol, j'ai décidé de changer la langue de mes recettes et de commencer à les faire en français, un peu pour m'entraîner d'un côté, et un peu aussi parce que je pense que j'ai un petit côté histrionique et j'aime bien montrer tout ce que je fais dans ma vie. Et c'est là où j'ai commencé à faire quelques recettes et chez moi, ça n'avait pas vraiment eu un énorme succès. Et je pense que les Belges, vous avez peut-être plus ce côté ouvert, on va dire. Et ça a eu vraiment beaucoup de succès ici. Et du coup, j'ai commencé à partager un peu toutes mes recettes avec un petit côté espagnol toujours. Et c'est un peu pour ça qu'on est là. Parce que la gastronomie, c'est... comment le dire parce que je pense que la gastronomie, c'est la meilleure façon de profiter habillé, quoi. Il y a un chef espagnol qui disait toujours que, avec le pantalon, la meilleure façon de profiter, c'est en mangeant. Non, il y a David Muñoz qui a gagné le prix au meilleur cuisinier du monde plusieurs fois. Et lui, par contre, il a toujours dit qu'il n'a jamais ressenti autant de choses en mangeant, même pas en couchant avec quelqu'un. Et je pense que c'est important pour ça, parce que la gastronomie, c'est juste une source de plaisir, quoi. Et ça rassemble les gens aussi. Oui. Okay. Et donc du coup... Ça te va comme présentation? Oui, nickel, parfait. Et donc du coup, quand on pense à la nourriture espagnole, et si on ne connaît pas vraiment l'Espagne, on pense un peu directement au paella ou au tapas, à la paella ou au tapas. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu voilà. On peut d'abord commencer un peu par la paella, non? Ouais. Cette source de stress pour tous les Espagnols à chaque fois qu'on le voit dans un magasin, dans un resto, dans n'importe quel endroit. En fait, quand tu penses à une paella, tu penses à quoi? Moi, je pense à la grande poêle avec plein de fruits de mer. Enfin, voilà, c'est un peu l'image que j'ai, mais je pense que j'en ai jamais vraiment goûté une vraie paella espagnole. Mais en fait, la paella espagnole, c'est pas du tout ça. Ok. C'est un peu un cliché, non? Ouais, c'est déconné, c'est vraiment pas du tout ça. En fait, la paella, déjà de 1, c'est juste le plat. Okay. Tu vois, la casserole, la plate qu'on met sur le feu. Okay. Et la vraie paella, elle vient de Valence. Enfin, paella. Je dis paella, mais en fait, c'est paella. Okay. Et elle peut être faite que de riz, de safran, de garrafón, c'est genre c'est des fèves blanches comme ça qui ressemblent un peu à ce qu'il y a à l'intérieur des haricots verts et elles font plus ou moins 1 centimètre, de lapin, canard et escargot. Et en fait ça peut pas avoir d'oignon et ça peut avoir de l'ail en dépendant des différentes recettes et ça doit toujours être cuit dans du bois de pommier. 18 minutes, feu intense et jamais de bouillon. Et genre les gens de Valence, ils ont un peu des obsessions avec ça. Si on ne respecte pas leurs recettes, ils sont capables de péter un câble et de faire n'importe quoi. Et en fait, tous les plats qu'on voit avec des fruits de mer, de la viande, mais avec des poivrons dedans et tout, c'est ce qu'on appelle du riz avec des choses. On n'appelle pas ça une paella. Et genre, ça vient pas de Valence, ou ça peut venir de Valence, mais ce n'est pas une paella. D'accord. Okay. Si tu fais ça devant quelqu'un qui vient de Valence, il risque de péter un énorme câble. Okay. Et par rapport au tapas, genre quand tu vas manger dans un resto espagnol, je ne sais pas si tu as été souvent. Pas souvent. Souvent tu dis je vais manger dans un bar à tapas, non? Genre l'autre jour j'ai été manger avec une amie dans un resto au centre de Bruxelles, qui est un resto espagnol qui est super bon. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vais essayer de le trouver tantôt, je te dirai. Et elle a parlé avec ses potes et ils ont dit « Ah ouais, vous avez été dans un bar à tapas ?» Et je te demande « Mais non, en fait, les tapas, c'est quoi une tapas? En fait, une tapas, una tapa, ça veut dire un bouchon, un couvercle. Et c'est parce qu'à l'époque médiévale en Espagne, quand tu prenais un verre, il y avait plein de mouches. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'on te donnait toujours una tapa.
un bouchon, un couvercle pour mettre sur le verre. Et alors comme ça les mouches ne pouvaient pas rentrer. Et avec le temps on s'est habitué à mettre une petite portion dessus qui d'un côté te permet de manger quelque chose pendant que tu bouges ton verre pour qu'il n'y ait pas de mouches qui tombent dans l'eau ou dans l'alcool, et de l'autre côté ça te permet aussi de ne pas être bourré tout le temps. Et c'est pour ça que dans certaines régions du nord de l'Espagne, ils vont toujours te servir une petite portion de quelque chose à côté de ton verre, et comme ça t'es pas sous. Donc quand tu commandes genre je veux dire une bière, bah alors ils vont toujours te donner une petite tapas. Et genre il y a certains endroits où c'est devenu tellement petit qu'on appelle ça un pincho, parce que c'est juste un petit bâtonnet avec quelque chose qui pointe. Ok, trop bien. Et est-ce que tu peux nous parler d'autres plats espagnols qui sont moins connus, mais que tu aimerais faire découvrir aux personnes qui ne sont pas espagnoles? En fait, dans la cuisine du Sud, on va dire, j'ai l'impression que tout est beaucoup plus simple que par ici. Enfin, c'est un peu la cuisine de la simplicità, comme ils disent en Italie. C'est utiliser le moindre d'ingrédients avec le moindre d'effort et en moindre prix. Donc, moi, quand je parle des recettes espagnoles, j'aime bien toujours parler des papas, si on est aux îles Canaries, ou patatas à la riojana, qui sont des pommes de terre juste cuites avec de l'eau et des morceaux de chorizo. En fait, il suffit de cuire 2 ingrédients pendant 20 minutes dans de l'eau et tu as les meilleures pommes de terre cuites que tu n'auras jamais goûtées de ta vie. Mais à part ça, il y a plein d'autres recettes que personne ne connaît. Par exemple, aux îles Canaries, je parle de ça parce que je viens de Tenerife. Il y a une recette qui est super simple qui s'appelle les pommes de terre ridées, la papas arrugadas. Et en fait, c'est des pommes de terre qui à la base étaient cuites dans de l'eau de mer par les pêcheurs. Parce que comme ils n'avaient pas d'eau potable, ils utilisaient de l'eau de mer. Et ouais, en fait, les pommes de terre, au fur et à mesure de la cuisson, elles vont commencer à avoir la peau qui se ride et un peu à se déshydrater par osmose, quoi. Et du coup, on va se retrouver avec des pommes de terre avec une croûte hyper salée, qu'on mange souvent avec du mojo, qui est une sauce qui a une origine portugaise. Parce que mojo, ça veut dire sauce au Portugal. Et en fait, comme les îles Canaries sont un point de passage de tous les bateaux avant d'aller en Amérique, il y avait beaucoup aussi de bateaux portugais qui s'arrêtaient. Et on a fait les 2 sauces les plus importantes des îles Canaries à partir de là. Et le mojo verde, qui est une sauce faite à base de coriandre, ail et huile d'olive. Et le mojo rojo, qui est une sauce faite à base de piment palmero, qu'on appelle aussi pimiento de la puta madre, ça veut dire le poivron de la putain de ta mère. Je pense que tu t'imagines pourquoi on l'appelle comme ça. Et d'huile d'olive et d'ail. Parce que l'ail, c'est un peu la base de la cuisine espagnole, quoi. Ok. Trop bien. Et donc du coup, tu voulais aussi parler du petit-déj espagnol. Alors qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient? Qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner? Ouais. En fait, si tu vas en Espagne, tu vas te rendre compte que le matin, quand tu commences à travailler, imagine-toi, tu vas faire un Erasmus en Espagne. Okay. Tu te rendras compte que le matin, les gens puent l'ail. Tu te rendras compte que les gens, le matin, ils puent l'ail, en fait. Ils ont une haleine. Mais oui. Mais en fait, le petit-déj typique espagnol, c'est tu prends une tranche de pain, bien grillée. Tu nappes bien avec de l'ail. Tu frottes bien le pain grillé. Tu mets un peu d'huile d'olive. Et souvent, ou bien tu manges ça avec de l'huile d'olive tout seul, ou bien dans les régions plus Barcelone, tout ça, où tu es parti en voyage, peut-être que tu as goûté ça. Ils frottent un bon tomate bien mûr et après ils te mettent quelques tranches de jamón ibérico de bellota. Tu vois ce que c'est, le jambon ibérique de bellota? Enfin, tu peux mettre du jambon normal. Là, c'est vraiment si t'es un peu exquis, tu vois. Exquis, ça se dit ça en français? Non. Plutôt, je sais pas, si t'aimes bien les trucs un peu plus luxueux, quoi. Okay. En fait, il y a le jambon de base, tu vois. Il y a le jambon serrano, c'est un peu l'équivalent du jambon de Parme italien. Et puis, il y a le jambon ibérico. Okay. C'est une race espagnole qui est déjà un peu plus délicate parce qu'il y a une couche de graisse, une couche de viande, une couche de graisse, une couche de viande quand tu la manges. Et puis, il y a des cochons qui ont la race ibérico, qu'on fait manger que de glands de bellota. Et ça nous donne le meilleur jambon que tu puisses imaginer de toute ta vie. D'ailleurs, c'est le jambon le plus cher du monde. Et en fait, si tu mets ça au-dessus du pain avec la tomate, l'ail, l'huile d'olive, vierge extra évidemment espagnole. Mais
c'est juste incroyable, quoi. Ok, génial. Et du coup, quelles sont les différences entre la nourriture belge et la nourriture espagnole? Ben, la nourriture espagnole est énormément influencée un peu par notre histoire, parce qu'on a été envahi pendant plein d'années par les Arabes. Donc il y a beaucoup d'éléments, donc il y a beaucoup d'éléments qui sont un peu pareils aux Arabes. On retrouve des épices comme le safran, peut-être le paprika. Je pense pas que ce soit arabe, hein. Ça va être plus de l'Est, hein. Je sais pas vraiment. Mais là, je sais pas, je me mêle les pinceaux là. Attends. Non, la nourriture espagnole, en fait, elle est énormément influencée par le soleil. Du coup, c'est beaucoup plus frais, beaucoup moins élaboré et beaucoup plus simple. J'ai l'impression que la nourriture belge, on fait des choses qui cuisent longtemps, qui sont chaudes, qui sont beaucoup plus nourritives parce qu'il fait froid. Après, il faut faire attention parce que l'Espagne, c'est un pays très grand. Et moi, je connais beaucoup la partie du sud parce que je viens du sud de l'Espagne. Mais les gens qui viennent du nord, ils vont dire tout le contraire. En fait, il y a des plats hyper gras aussi au nord parce qu'il y a des endroits en Espagne où je pense qu'il peut faire même plus froid qu'en Belgique. Ouais. Mais ce qui change beaucoup, c'est qu'on n'utilise pas de la bière pour cuisiner, on utilise surtout du vin. Parce qu'il y a des très bons vins espagnols, même si les gens ne savent pas vraiment. Et ce qui change le plus, c'est aussi l'utilisation d'ail. En Belgique, on utilise moins. Et que les plats sont peut-être moins abondants au sud. Voilà. Ok, c'est trop bien. Du coup, toi, tu viens de Tenerife, c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta région? Comment est la nourriture là-bas? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Tenerife, déjà, c'est le paradis. Commençons par là. Parce qu'une fois, il y a un ami qui m'a dit, en fait, le paradis, ce serait un endroit où la température serait de 23-24 degrés toute l'année. Ça, c'est mon village. Okay. Genre, avant de venir en Belgique, le plus froid que j'avais connu, c'était 15 degrés. Et puis, je suis arrivé ici, j'ai fait faire une dépression. Mais non, en fait, ce qui fait que la vie soit impressionnante là-bas, c'est qu'il fait bon toute l'année. Et du coup, il y a plein de légumes, de poissons, parce qu'on vit à côté de la mer. Et un peu moins de viande, hein, mais on mange quand même beaucoup de viande. On mange moins de viande de vache, parce que c'est difficile d'avoir de vache chez moi. Mais on mange beaucoup de chèvres. Entre les viandes, on mange beaucoup de lapins, peut-être des choses qu'on mange moins par ici. Mais ce qui est génial, c'est que tout ce qui est légumes de saison, ici, là, ça n'existe pas vraiment. Si, il y a quand même des saisons, il y a des fruits qu'on a plus en été, des choses qu'on a plus en hiver, mais il y a quand même des légumes qu'on s'est trouvé toute l'année frais. Et il y a plein de cuisiniers un peu étoilés que quand ils viennent ouvrir un petit resto, par exemple Martín Berasategui, qui est un cuisinier espagnol qui a plein d'étoiles Michelin là-bas, quand il a ouvert un resto aux îles Canaries, ce qu'il adorait, c'est que il avait réussi à trouver plein d'ingrédients avec des saveurs hyper intenses parce que c'est des terres volcaniques et du coup ça a plein de, pas de vitamines mais de minéraux qui enrichissent à mort les légumes et qui font qu'ils soient hyper concentrés comme ça. Ok, très chouette. Et qu'est-ce qu'on peut faire là-bas à Tenerife? Est-ce qu'il y a des monuments qu'on peut visiter, peut-être des églises, je sais pas, des châteaux? Ah oui, non, mais ça, là, on rentre dans un gros débat. En fait, la plupart des gens, quand ils vont à Tenerife, genre, si t'es allé là, tu penserais aller faire quoi? Je sais pas ce qu'il y a là-bas, donc... Tu irais à la plage, quoi. Oui, ou alors visiter des monuments historiques, peut-être. Voilà. Ouais, moi je penserais plus à la nature, mais la plupart des gens ils vont pour se concentrer dans un hôtel 5 étoiles, grand luxe, all inclusive. C'est un peu dommage parce que Tenerife c'est un endroit hyper beau, hyper montagneux, et où les plages, contrairement à ce que les gens pensent, elles sont de sable noir. Parce qu'en fait c'est du cendre volcanique. Je sais pas si c'est au courant, mais il y a une île qui a eu une éruption volcanique. J'ai vu dans ta vidéo, ouais. T'as vu? Ouais, j'ai vu dans ta vidéo. Ah non, mais pas. Je parle pas de ça. En fait, il y a eu une île qui est rentrée en éruption en septembre. Et en fait, c'est là où on se rend compte que
le sable qui est chez moi, c'est pas du sable en fait. Ok. C'est du cendre. C'est de la cendre volcanique. Ouais, et d'ailleurs, il y a plein de plages nouvelles qui sont en train de se former juste grâce à ce cendre. Ok. Et du coup, les gens, parfois, quand ils arrivent chez moi, ils sont hyper déçus parce qu'ils se disent je vais aller dans une île où il y a des plages de sable blanc avec des palmiers un peu comme aux Caraïbes. Et puis, ils arrivent et ils se rendent compte que non, pas du tout. C'est des plages de sable noir où si tu marches sans sandales, tu te brûles. Et par contre, ça a tout un charme. Hein, et c'est ça ce qui est impressionnant. Mais moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est d'aller en montagne. Parce que vu qu'il fait chaud chez moi, mais on trouve déjà des paysages qu'on ne trouve pas par ici. En plus, c'est des paysages volcaniques. Mais en plus, l'altitude de l'île fait qu'il y ait comme des portions de différents paysages. Et en fait, ça crée des microclimats. Parce que ça coupe le vent d'un côté. Donc, dans le nord de l'île, il y a des endroits où les nuages restent coincés. Et il y en a ce qu'on appelle la pluie orientale. On a ce qu'on appelle la pluie horizontale. Donc les nuages, quand ils cognent les montagnes, ils laissent de l'eau, parce que chez moi il pleut quasi pas, mais c'est de l'eau qui cogne les montagnes, qui reste coincée et qui fait que l'eau tombe petit à petit dans la terre. Et du coup, dans le nord de l'île, on trouve des endroits où il y a encore de la florisilva, comme on appelle ça chez moi. C'est des endroits où il y a beaucoup de lauriers, plein de barbes à chat, je sais pas, tu vois, je sais pas comment on l'appelle, mais des forêts un peu comme par ici. Et puis on monte un peu, et on est dans des endroits où il y a plein de sapins. Et puis on monte encore un peu, et on est dans un climat de haute montagne. Et après on peut encore monter, et on est vraiment à 4000 mètres. Ouais. Donc tu peux être à la mer, être dans un climat hyper sec, hyper aride, où il y a des cactus autour de toi. Puis tu montes un tout petit peu, tu es dans un climat où tu as l'impression d'être en Belgique, puis tu montes encore un peu, tu as l'impression d'être en Norvège. Et ce qui est le plus beau, c'est parfois il y a des moments en hiver, comme il y a 2 semaines, où il neige dans les montagnes. Et du coup, tu peux être à la plage à 25-30 degrés, en bikini, en maillot, et tu regardes vers le haut et tu vois les montagnes nager. C'est dingue. Ouais. Ok, très bien. Du coup, tu as lancé ta chaîne YouTube il y a quelques années déjà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Pourquoi tu as lancé cette chaîne YouTube et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien de faire des vidéos comme ça sur la gastronomie espagnole? Comme j'ai dit au début, je pense que j'ai un côté un peu histrionique. J'aime bien partager tout ce que je fais. Et peut-être un peu trop, et peut-être que cette chaîne me permet un peu de canaliser ce côté-là. J'ai toujours adoré la cuisine, j'avais hésité à faire des études de cuisine. Et peut-être qu'en faisant la médecine, je fais un peu de la cuisine parce que c'est toute une question d'équilibre. On rajoute des choses, on enlève des médicaments. Et au final, c'est un peu la même chose. Et la cuisine m'apporte beaucoup, elle me permet de me détendre. Et je me rends compte, maintenant je suis un peu stressé parce que je vais bientôt passer un concours, je vais bientôt passer mes examens et je publie plus de choses parce que c'est juste une façon d'être plus calme. Et je conseille vraiment aux gens de faire ça. Trop chouette. Et comment tu fais un peu tes vidéos? Est-ce que tu utilises une grosse caméra ou plutôt ton téléphone? Ou est-ce que tu as beaucoup de matériel ou juste... Mais au début, j'ai commencé en utilisant mon GSM. Okay. Après, j'ai utilisé la caméra de ma mère, genre pour une vidéo. Et puis, j'ai commencé à acheter plein de matos. Et au final, je me rends compte qu'au plus on a de matos, au moins on est inspiré, au plus c'est compliqué de faire des vidéos parce qu'on doit charger des trucs. Le plus simple, c'est juste d'utiliser son GSM, d'être le moins de choses et juste l'inspiration. Parce qu'au final, le plus important, c'est pas le matos, c'est pas la qualité de ta vidéo, mais c'est juste le contenu. Si t'as pas un bon contenu, personne va le voir. Donc il faut toujours penser introduction, contenu, fin, un peu comme tout quand on écrit, comme tout on fait. Et que ce soit agréable à voir et surtout ne pas oublier qu'on fait ça pour en profiter. Parce que au final... C'est quelque chose d'obligatoire, tu fais ça pour t'amuser, pour... Oui. Parce que je sais pas ce que tu penses, mais moi j'ai pas comme but qu'il y ait 50 millions de personnes qui me voient. Je suis content quand mes amis le voient et c'est tout. Et après, si les gens font mes recettes, là je suis trop content. Quand des gens m'envoient une vidéo, une photo, ouais, c'est super agréable. Ouais, souvent on m'envoie des photos et alors je les publie. Je suis tout fier quand les gens m'envoient des vidéos. Ouais. Trop chouette. Du coup, est-ce que tu aurais des conseils pour cuisiner des recettes espagnoles? Quels ingrédients il faut avoir? Alors, je trouve que le minimum, c'est de l'ail, toujours. La base de la cuisine espagnole, c'est de l'ail. Un ingrédient qui s'appelle du pimentón.
Et en fait, le pimenton, c'est quoi? C'est du paprika fumé. Et si on veut avoir le meilleur pimenton du monde, il faut acheter du pimenton de la Vera. En fait, c'est du paprika fumé. Et ça goûte, si vous voulez savoir vraiment à quoi ça goûte, vous prenez du chorizo, vous le goûtez. En fait, c'est le goût du chorizo. Ça, c'est un message pour tous les végétariens, les végis, les véganes, les flexitariens. Si vous voulez réduire votre quantité de viande et vous voulez donner un goût de chorizo, vous mettez une cuillère de pimenton de la Vera et ça va changer vos recettes parce que ça va goûter espagnol. Ouais. C'est juste ça ce qu'on met un peu partout. Okay. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients qu'on utilise pour les recettes ou ça c'est vraiment la base, sinon... Ok, bah c'est pas grave. T'inquiète. Oui, sûrement, je sais pas. Ok, bah nickel. Je suis pas inspiré là. T'inquiète. Et est-ce que tu as des conseils pour... Enfin, tu en as déjà un peu parlé, mais... Ouais, non, ça t'en as déjà parlé, des conseils pour commencer les vidéos sur YouTube. Et est-ce que tu connais un chouette projet étudiant que tu verrais bien dans ce podcast? Ouais, clairement. J'ai un ami qui est un passionné du vin, s'appelle GG, enfin Jérôme Vinck, qui est en train de commencer à tout doucement planter des vignes. Et probablement que maintenant je vous en parle comme ça, mais ça sera un des grands vins du monde. Parce que ce mec, il rêve de ça, il pense qu'à ça. Il a fait des stages pour apprendre à le faire, il fait des études que pour ça. Et je peux vous dire que ce mec, il vaut la peine. Donc j'espère que tu vas faire un podcast avec lui. Okay, il est super intéressant et en plus il est beaucoup plus intelligent que moi. C'est un génie ce gars, tu verras, c'est un truc de dingue. D'accord, trop bien. Et du coup je termine toujours mes podcasts par demander pour toi qu'est-ce que ça signifie d'être fougueux, parce que mon podcast s'appelle La Fougue. Alors voilà, pas de pression hein, si tu sais pas, mais voilà. Pour toi qu'est-ce que ça t'évoque, la fougue? Mais en vrai, je connais pas ce mot de base, donc je vais un peu dire ce que je pense. Pour moi, fougue, ça fait un peu chaleur. Donc en Espagne, on dit fogone. C'est genre, tu vois, les feux où on met les casseroles par-dessus. Donc pour moi, la fougue, ce serait un peu la flamme qui te permet de cuisiner, quoi. Que ce soit le fogone, les tacs, que ce soit quand tu fais un barbecue, tu mets une tac dessus, ou que ce soit parce que tu fais chauffer quelque chose. Okay, voilà. C'est trop bien. Nickel. Bah, c'est la première fois qu'on me dit cette réponse-là, donc c'est super, c'est très original. Bah, voilà, bah, merci d'avoir participé à ce podcast. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Ouais, je trouve qu'on cuisine de moins en moins et il faudrait que les gens se forcent à cuisiner, ça coûte rien. Vous savez économiser avec ça et ça met moins de temps et ça permettra de vous détendre. Ok, trop bien. Bah, super, merci d'avoir participé. Et voilà, salut!